Salut YouTube, bienvenue dans cette rediffusion. Je te propose aujourd'hui un article de The Conversation hyper intéressant sur la biologie des plantes. Ça va nous permettre de parler de tout un tas de mécanismes biologiques qui sont rattachés à ce qu'on appelle l'hérédité. Tu vas voir, ça va être plus simple qu'il n'y paraît. On va s'intéresser en particulier à l'épigénétique. Je vais représenter rapidement ce que c'est à travers justement des visuels qui seront au sein de l'article. Ça va être hyper intéressant. Tu vas découvrir, si tu ne connais rien à tout ça, tu vas découvrir des particularités qui concernent des plantes quand il s'agit de transmettre leurs informations d'une génération à l'autre, d'une génération à l'autre. Je vais y arriver, faut pas que je parle trop vite. Et tu verras justement aussi une étude. Dans cette étude, tu verras comment les auteurs ont comparé à la fois des plantes directement prélevées dans la nature versus des plantes qui ont été, on va dire, entre guillemets, élevées, cultivées en laboratoire. Voilà. L'épigénétique, ce sont les gènes en forme d'épis de maïs. Alors presque, mais pas tout à fait. Ça n'a rien à voir avec les épis de maïs, mais plutôt avec le fait que le préfixe épi veut dire sur, donc épigénétique sur le gène, vous allez comprendre un peu plus tard si ce n'est pas clair, et je sais que ce n'est pas clair pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'épigénétique. Voilà, donc de quoi il s'agit plus précisément? Eh bien, c'est une étude menée par des chercheurs en plus français, Cocorico. Les deux auteurs de cet article de The Conversation, qui sont aussi les auteurs de l'article de la source primaire, ce sont Vincent Collot, directeur de recherche, École normale supérieure, PSL, et Pierre Baduel, chargé de recherche en génétique, École normale supérieure aussi, bien sûr. Donc les deux nous racontent, dans cet article de The Conversation, eh bien, le contexte dans lequel s'inscrivent leurs études, et qu'est-ce qu'ils ont récemment découvert concernant la biologie végétale, en particulier une espèce de plante qui est connue des biologistes parce que c'est un peu une espèce modèle. Et donc ils ont réussi à mettre en évidence un mécanisme de l'hérédité qui est épigénétique. Vous allez le voir, je vais prendre le temps bien sûr d'expliquer tout ça. Sur, pas autour. Je crois que épi ça veut dire sur, hein, ou ça veut dire autour, je sais pas. Je vous laisse me débunker dans le chat, je me suis peut-être trompé, effectivement. Je vous laisserai vérifier épi, ce que ça veut dire je sais plus si c'est en grec ou en latin le préfixe, mais bref. De toute façon, je vous expliquerai derrière, grosso merdo, comment se passe le mécanisme biologique. Voilà, alors certains peuvent commencer à expliquer comme Matt31 dans le chat. Mais voilà, je vais aussi expliquer de mon côté. Donc vous inquiétez pas, si vous ne comprenez rien à la biologie des plantes, ça sera l'occasion de comprendre un peu plus. Voilà. Alors, encore une fois, je suis pas du tout la meilleure personne pour vous parler de ça. Je vous recommande très chaudement la chaîne Twitch de Poloche Sans Gêne, qui est elle bien plus spécialiste de la biologie et avec une particularité, puisqu'elle a une thèse en génétique. Donc là, c'est beaucoup plus de son domaine. Donc, si vous voulez après approfondir ce qui concerne la génétique, l'hérédité, le transfert de gènes d'une génération à l'autre, les modifications génétiques et compagnie, elle est très bien placée pour vous expliquer les grandes lignes de tout ça, quoi. Bref, revenons sur l'article et parlons d'abord de génétique de manière générale. Faisons une remise en contexte avant, bien sûr, de parler précisément des recherches qu'ont menées ces chercheurs. Alors, c'est ce qu'ils font au sein de cet article. D'ailleurs, ces deux chercheurs nous présentent un petit peu nous rappellent, je dis rappellent ou présentent, pour ceux qui n'ont pas forcément fait de sciences à l'école, mais nous présentent un certain nombre d'informations scientifiques générales concernant l'hérédité, donc le fait de passer d'une génération à l'autre son bagage, son matériel génétique. Je rappelle qu'on est tous et toutes doués d'une information génétique qui nous caractérise, l'ADN. Vous vous souvenez, l'ADN, cette molécule qui contient l'information nous concernant. En fait, l'ADN est littéralement la molécule qui permet d'expliquer qui nous sommes, on va dire à l'échelle au moins de nos caractéristiques physiques, morphologiques, physiologiques, métaboliques. Donc l'ADN, c'est une molécule très importante, parce qu'encore une fois, c'est elle qui va dicter au moment du développement, c'est elle qui va dicter
comment l'organisme doit se développer, comment l'organisme va ainsi être créé et comment après même il va continuer éventuellement d'évoluer. Mais tout n'est pas gène non plus. Tout n'est pas gène. Bon, là, le débat, il ne s'agit pas de... Enfin, si vous allez voir, on va aussi parler d'environnement. Donc, bien sûr que l'environnement va aussi avoir un impact dans le développement. Et là, on va aussi avoir au sein de cet article une discussion sur est-ce que l'environnement va aussi impacter l'évolution des organismes d'une part, et aussi, est-ce que ce changement que connaissent les organismes, ces modifications que peuvent connaître les organismes, est-ce que cette modification va être transmise à la descendance? Ok. Donc c'est ça, c'est le... Donc c'est un article qui adresse la question de l'hérédité des modifications qu'il y a pu y avoir. Alors vous allez voir, ça va pas être des modifications génétiques, mais des modifications épigénétiques. Mais je vais en parler dans quelques instants. Déjà, parlons juste de génétique. Avant de parler d'épigénétique, rappelons quelques éléments de génétique. Donc je le redis, mais on a tous et toutes en nous, bien sûr, des cellules. Les organismes vivants sont composés de cellules. Jusque-là, je pense que ça va. Et dans chacune des cellules, on retrouve de l'ADN. L'ADN qui est le même dans toutes les cellules. Donc l'ADN qui est ce fameux livre qui contient toutes les informations dont notre corps a besoin pour se développer, pour fonctionner, etc. Et qui va derrière expliquer pourquoi on a une couleur de peau de telle couleur, pourquoi nos yeux sont de telle couleur, pourquoi on a un développement qui permet d'avoir tel attribut physique ou pas. Bref, beaucoup de choses en tout cas sont rattachées à la nature des gènes, les gènes qui composent l'ADN, donc ces gènes qui, s'ils sont modifiés, vont forcément, d'une manière ou d'une autre, forcément non, justement, je vais me corriger tout de suite, la modification des gènes, qu'on appelle les mutations génétiques, peuvent ou pas modifier de manière sensible le fonctionnement de l'organisme. Il y a une partie des mutations qui peuvent changer de manière drastique le fonctionnement d'un organisme au point carrément de le tuer ou de le mettre dans une situation d'extrême faiblesse, et d'autres modifications qui vont assez peu sensiblement changer la manière dont l'organisme fonctionne de manière générale. Donc voilà, d'une part on a les gènes qui vont avoir ce rôle-là, et sachant que les gènes, au moment de la reproduction, les gènes sont transmis à la génération suivante, mais pas sans modification. Déjà, on a, pour la reproduction sexuée, on a une partie des gènes du père et de la mère qui sont rassemblés ensemble, les moitiés de mère, moitié de père qui sont rassemblés ensemble pour... D'ailleurs, rassemblés ensemble, énorme pléonasme ça, qui sont rassemblés pour former un individu, un nouvel individu. Donc déjà, le nouvel individu aura un mélange, brassage entre les gènes du père et de la mère. Mais en plus de ça, il y a des mécanismes de mutation aléatoires qu'on ne maîtrise pas et qui garantissent aussi à l'individu naissant encore plus de spécificité, encore plus de particularité. Tout ça pour dire que de manière générale, les générations, à chaque nouvelle génération, on a, on va dire, un nouveau pool, de nouveaux gènes, de nouveaux individus qui sont caractérisés par une nouvelle information génétique qui n'a jamais été présente auparavant. Donc voilà, ça c'est pour la génétique de manière générale. Maintenant, la génétique ne fait pas tout, d'accord ? La génétique, là j'en ai dressé un portrait un peu caricatural en disant que ça permettait d'expliquer tout ce qui nous concerne nous en tant qu'entité biologique, mais en réalité, la génétique, les gènes, la composition chimique de l'ADN, ce n'est pas que ça qui permet d'expliquer comment notre corps se développe, évolue. Il y a aussi un autre domaine très important de la biologie qui s'intéresse justement au fonctionnement du vivant, c'est l'épigénétique. Donc c'est presque, ça a un lien avec la génétique bien sûr, vous allez le voir, mais ce n'est pas la même chose puisqu'il y a le préfixe épi qui est devant. Et en fait l'épigénétique ne s'intéresse pas à proprement aux gènes, à l'ADN en tant que tel, mais plutôt à la manière dont l'ADN va être lu, va être exprimé.
En fait, un exemple tout bête qu'on prend pour présenter l'épigénétique, c'est l'exemple des différents organes. Dans notre corps, on a plein d'organes différents, ok, qui permettent à notre organisme de vivre. On a, je sais pas, un cœur, un foie, un intestin, etc. Bon bref, tous ces organes-là, ils sont aussi constitués de cellules. Et au sein de toutes ces cellules, on a le même ADN. Donc à partir de là, on pourrait se dire, putain, c'est bizarre, on a le même ADN dans toutes les cellules, et pourtant on a des organes très différents. Et ben, justement, un des mécanismes qui explique pourquoi il y a des organes qui sont différents alors même que l'information génétique est la même, et ben ça va être la manière dont ce livre ouvert qu'on appelle l'ADN, c'est la manière dont ce livre va être lu en réalité. Parce que pour pouvoir avoir un développement d'un organe, bon bah il faut que des cellules se spécialisent, il faut que des cellules après se rassemblent pour former l'organe. Sauf que pour se spécialiser, pour avoir l'ordre, entre guillemets, pour que les cellules sachent, entre guillemets, parce qu'elles ne sont pas douées de conscience, bien sûr, mais pour que les cellules arrivent à se spécialiser, eh bien, il faut qu'elles lisent l'ADN, que les ordres qui leur soient donnés pour qu'elles se spécialisent, il faut que ces ordres viennent d'une lecture de l'ADN, mais qui soit une lecture particulière. D'accord, c'est le même livre qui est lu, mais pas de la même manière. Donc c'est comme si au lieu de lire une page en particulier du livre de l'ADN, on en lisait une autre. Ou sinon on lit la même page, mais on saute certains accents, ou volontairement il y a eu des modifications dans la manière dont on le lit, ou il y a une tache de café qui a apparu autour des mots qui fait que la lecture est plus difficile. Bon là c'est pour rester dans la métaphore. Bien sûr que dans la réalité biologique, les mécanismes sont un poil plus précis et compliqués. Donc l'épigénétique, derrière c'est ça, c'est pas la nature de l'ADN qui est modifiée. On parle dans l'épigénétique, ce n'est pas l'ADN en tant que tel qu'on étudie, mais plutôt la manière dont cet ADN est lu. Et justement, si cet ADN est lu de manière différente, alors ça va conditionner la cellule à se comporter différemment, à se spécialiser différemment. C'est comme ça qu'elle peut devenir une cellule de cœur, ou une cellule d'estomac, ou une cellule de ce que vous voulez, ou avoir tel ou tel rôle, se mettre à se détruire, se mettre à se répliquer, se mettre à faire telle ou telle action, se mettre à produire telle ou telle protéine. Bon bref, qu'importe la fonction, j'ai envie de vous dire. Ce qu'il faut comprendre, c'est la modification dans la lecture de l'ADN à proprement parler. Salut Alex Scott. C'est pas l'organiste, le spécialiste de développement des organes. C'est vrai. Alors lui, non seulement il sait créer des organes, il sait créer des orgues, mais en plus, il peut jouer dessus. Donc il est vraiment très très fort l'organiste. Mais ça n'a un peu rien à voir avec le sujet pour le coup. Bien tenté tout de même. Revenons sur notre histoire d'épigénétique. Donc, une introduction un peu longue, mais qui est importante de comprendre. Sinon, on passe à côté du sujet de l'article. Donc, l'épigénétique est un domaine qui étudie ces mécanismes autour du gène. Du coup, ce n'est pas le gène en tant que tel, mais c'est des mécanismes biologiques qui vont être autour de l'ADN, autour des gènes, et qui vont modifier sensiblement la manière dont l'ADN est lu, je le rappelle. Et donc tout ça, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Du moins, ça, c'est la discipline qui s'intéresse à ces mécanismes en particulier. Et parmi tous les mécanismes qui existent et qui vont modifier la lecture de l'ADN, il y a la méthylation. Donc ça, pareil, je vais prendre un peu de temps, sachant qu'il y a une jolie illustration ici. Mais voilà, si c'est le mécanisme qui est au cœur de l'étude, c'est ce qu'on appelle la méthylation. C'est un mot un peu technique, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça de comprendre. Du coup, c'est quoi cette histoire de méthylation ? En fait, la méthylation, ça vient de la chimie en réalité. Dedans, il y a le mot méthyle. Méthylation, méthyle. Méthyle, c'est quoi ? C'est un petit groupement chimique qui ressemble à cette boule-là. Je ne peux pas plus zoomer malheureusement, mais regardez là où il y a mon curseur. Vous avez une petite entité chimique ici qui s'appelle un méthyle. Un méthyle, c'est une entité très simple en chimie. C'est une molécule qui est composée d'un atome de carbone au centre, en noir, et 3 atomes d'hydrogène ici en blanc.
Donc un méthyle, c'est essentiellement ça, c'est un petit groupement chimique composé de 4 atomes, un atome central de carbone et 3 atomes d'hydrogène en blanc. D'accord? Ça, c'est un méthyle. Ok? Et ce petit groupement, en fait, il peut venir se coller, comme vous voyez avec la grosse flèche rose, il peut venir se coller sur l'ADN, justement. Et en se collant sur l'ADN, alors il va se coller sur un gène en particulier, à un endroit particulier de l'ADN, il va se coller. Et en se collant dessus, eh ben, ça va altérer les mécanismes de lecture de ce même ADN. Parce que je rappelle, j'en fais une parenthèse parce que c'est quand même important, pour que la cellule de foie, de cœur, de ce que vous voulez fonctionne correctement, bah, il y a un moment dans la vie de la cellule, il y a même plein de moments dans la vie de la cellule où l'ADN qui est au sein de la cellule va être lu. Encore une fois, la lecture, elle est faite par des mécanismes moléculaires. Ça va être des molécules qui vont détricoter, si vous voulez, l'ADN et réussir à... et se servir de l'information qu'il y a dans l'ADN pour pouvoir après produire tout un tas d'autres molécules. Bref, je ne rentre pas plus dans les détails sur les mécanismes parce que d'une part, je ne les maîtrise pas très bien et puis en plus, ça va créer plus de détails, trop de confusion. Mais l'idée, c'est que si vous avez sur votre ADN... Alors, ce n'est pas l'ADN qui est modifié, après on va en parler, ce n'est pas directement la séquence de gènes qui est modifiée, mais seulement le fait qu'il y a un petit groupement chimique, un méthyle qui est posé dessus. Si vous avez ce genre de modification, bah, ça va gêner, ça va modifier la manière dont le gène qui est situé à cet endroit-là va être lu. Ok ? Donc ça, c'est un exemple d'épigénétique, typiquement, parce que on ne modifie pas la structure de l'ADN, ce n'est pas les gènes directement qui sont modifiés au niveau chimique, on ne modifie pas la nature chimique des gènes, mais on va juste accoler dessus une petite entité chimique, et en collant une petite entité chimique dessus, encore une fois, ça va altérer la manière dont l'ADN va être lu au moment où il va être lu. D'accord ? Voilà. Donc ça... Donc c'est ce qu'on appelle la méthylation de l'ADN. Je ne rentre pas plus dans les détails des conséquences de tout ça. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est que la lecture est altérée. Et donc si elle est altérée, bah, il faut imaginer que la cellule qui est concernée par cette altération, bah, elle va se mettre éventuellement à produire des protéines, une protéine un peu modifiée par rapport à ce qu'elle produisait avant, ou alors elle va au contraire pas la produire parce que le gène sur lequel il y a le méthyle, bah, c'est un gène qui ne va pas être lu. La méthylation, ça a un rôle d'inhibition. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait un petit méthyle qui s'est posé sur l'ADN, ça va empêcher la lecture du gène. Donc comme ça va l'empêcher, bah, en fait, en général, ça va empêcher aussi la cellule de produire un certain nombre de molécules qui vont avoir des rôles différents au sein du fonctionnement de la cellule. D'accord ? Donc vous voyez plutôt la méthylation comme un obstacle qui empêche l'ADN d'être lu correctement ou d'être lu de manière normale, de manière habituelle. Et donc ça va modifier de manière significative le fonctionnement de la cellule et ce qu'elle produit. Voilà. Voilà, ça c'est pour la partie technique et introductive. Après, on va parler de l'étude ici qui s'intéresse justement à des mécanismes épigénétiques et en particulier à la méthylation. Alors c'est pas chez toutes les plantes, hein, mais seulement chez une. De toute façon, ça c'est souvent le cas en science. En science, on peut pas s'intéresser à tous les organismes vivants en même temps, mais on va plutôt prendre des modèles de laboratoire qui sont bien connus. Alors pour les biologistes spécialisés de la biologie végétale, apparemment, moi je connais rien dans ce domaine, mais apparemment, l'arabette des dames est une plante relativement connue des biologistes, qu'on appelle une plante modèle, qui sert un petit peu de standard pour les biologistes végétaux, c'est-à-dire des gens... Enfin, en gros, c'est quoi l'idée d'une espèce modèle ou d'une variété modèle? C'est de se dire, bon, bah, la communauté scientifique va se mettre d'accord pour étudier certains organismes en particulier qui vont être standardisés, qui vont être caractérisés. Voilà, ça va être un petit peu des étalons, si vous voulez, des étalons. Et donc, pour les biologistes, eh ben, l'arabette des dames fait partie des plantes étalons qui existent dans leur domaine et dont ils se servent pour pouvoir faire tout un tas d'études.
Donc à quoi ça ressemble? Bah c'est ça. Voilà. Moi je connais rien en plantes, donc je sais pas si vous connaissiez la rabette des dames, mais voilà, c'est ça. Beau nom pour cette plante, c'est vrai. Plante à fleurs qui se trouve au bord des routes, visiblement, originaire d'Europe, d'Asie et du nord-ouest de l'Afrique. Peut-être vous en avez déjà rencontré dans vos pérégrinations. Voilà. Heureusement qu'on fait pas pareil quand on étudie l'humain. Et ben, effectivement, il n'y a pas de modèle humain à proprement parler. Peut-être que dans un futur dystopique où on aura des clones, on aura un modèle génétique d'un clone qu'on utilisera pour faire de la recherche. C'est une sorte de dystopie de milieu de la recherche un peu particulier. N'hésitez pas à tous les romanciers les romanciers de science-fiction qui m'écoutent pour reprendre l'idée. Je pense qu'elle a déjà été exploitée probablement déjà. Mais bref, on dirait de la chicorée sauvage en blanc. En tout cas, nos amis chercheurs se sont basés sur ce modèle-là pour étudier. Alors ils n'ont pas étudié tout et n'importe quoi, bien sûr. Ils se sont focalisés sur l'hérédité et sur le fait. Ils ont essayé d'étudier, je vais refaire ma phrase, ils ont essayé d'étudier comment des modifications épigénétiques de cette plante pouvaient être transmises d'une génération à l'autre. Donc c'est ça qu'ils ont cherché à savoir. Lorsque cette plante voit son ADN modifié par de la méthylation, qu'est-ce qui se passe? Déjà, qu'est-ce qui se passe au niveau de la plante? Est-ce que la plante arrive toujours à vivre? Bah, ça dépend qu'est-ce qui est méthylé, quel endroit de l'ADN est méthylé. Mais surtout, la deuxième question qu'ils se sont posées, et vous allez voir, ils ont trouvé des réponses, c'est est-ce que cette modification de la lecture de l'ADN, donc cette méthylation, est aussi transmise à la génération suivante? C'est-à-dire que les plantes qui vont se reproduire, quand elles vont faire des nouveaux individus, est-ce que ces individus plantes, ils vont avoir le même marqueur épigénétique sur leur ADN, ou est-ce que ce marqueur aura disparu? Ça, c'est la question que se sont posées les chercheurs. Vous allez le voir, bien sûr qu'il y aura des réponses. Donc, est-ce que cette méthylation est transmise de génération en génération? Et si oui, combien de générations ça dure? Combien de gènes sont concernés, etc. etc. Alors, historiquement, il faut savoir, j'ai l'impression que c'est présenté comme de la sérendipité, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé, sans nécessairement le chercher à la base, ils ont identifié un gène particulier. Donc c'était en 2000, ils ont remarqué, donc ça c'est intéressant pour l'histoire des sciences, en 2000 ils ont remarqué chez cette plante justement un retard de floraison. C'est-à-dire qu'ils étudiaient en laboratoire une plante et ils ne savent pas pourquoi, ils ont vu que la plante, à un moment, elle avait beaucoup de retard dans le fait de fleurir. Ils se sont dit mais c'est bizarre, d'habitude elle fleurit plus tôt. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'elle met du temps à fleurir, quoi? Et donc ils ont cherché à la base une raison génétique, c'est-à-dire qu'ils ont cherché dans les gènes de la plante si la plante n'avait pas connu une mutation. C'est-à-dire ils se sont dit bah tiens, on va aller chercher dans les gènes qui sont normalement responsables de la floraison, est-ce qu'il n'y a pas des gènes de la floraison qui sont altérés? Donc là on parle de mutation génétique. Ils ont cherché dans les gènes si ces gènes n'étaient pas altérés, s'ils n'étaient pas mutés, et plot twist, non! Aucune mutation n'a été identifiée en lien avec ce retard de floraison. Donc ça, c'est en 2000. Ils cherchent. Pas de mutation. Et pourtant, la plante tarde à fleurir. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était pas une mutation génétique, mais que c'était la méthylation, justement. Et alors, c'est pas... Pour être plus précis, c'est pas la méthylation, mais c'est une perte de méthylation au niveau d'un gène. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, de base, pour refaire l'explication, de base, sur l'ADN de la plante, vous aviez un méthyle qui était posé. De base, il y avait un méthyle qui bloquait un gène. Et ce méthyle, à un moment, il a dégagé pour une des générations de plantes. On ne sait pas trop à quel moment. Bref, ce méthyle, à un moment, il est parti. On parle de déméthylation, donc c'est le fait que le méthyle s'en aille. Le méthyle est parti. Et à cause de ça, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que le gène sur lequel était posé le méthyle a pu être lu. Et en fait, ça a provoqué la lecture de ce gène. Et en lisant ce gène,
eh bien ça a créé un retard à la floraison. Donc en fait, ce qu'ils ont remarqué, c'est que chez les espèces, chez les individus, pardon, de cette espèce de plante qui n'avaient pas justement le fameux méthyle, où il s'était déméthylé, le méthyle avait disparu, eh bien la plante, les individus tardaient à fleurir. Voilà. Et donc là, c'est à partir de là qu'ils ont compris que l'épigénétique jouait un rôle important. Bon, on le savait déjà depuis des décennies, mais là, ils ont réussi à identifier précisément un gène, donc c'est le FWA, bon, on s'en fout un peu, mais un gène responsable justement du retard de floraison, qui, s'il est activé, s'il est lu, ça crée un retard. Mais de base, il ne devrait pas être lu. Pourquoi ? Parce que de base, il y a un méthyle dessus. Sauf que là, le méthyle, je le répète, il est parti à un moment ou à un autre. Et à cause de la disparition du méthyle, le gène a pu être lu, et donc la floraison a retardé. Ok ? Donc là, c'est juste un exemple pour vous dire à quel point l'épigénétique est importante. Un exemple chez cette plante-là qui, si elle perd ses méthyles, si ces méthyles disparaissent à certains endroits de son ADN, alors la plante voit littéralement sa vie changer puisque elle retarde sa floraison. Ok ? Et donc, suite à cette observation, ils se sont dit, bon, on va essayer d'étudier de manière plus générale chez plein de gènes différents de la plante. On va regarder la méthylation, on va étudier si cette méthylation, si le fait d'avoir un méthyle partout sur la plante, eh ben, c'est un phénomène qui concerne plein de gènes différents ou si c'est juste ce gène lui. Et aussi, ce qu'ils veulent étudier, c'est l'hérédité de cette déméthylation. C'est-à-dire, on reprend notre cas de la plante qui perd son méthyle. Une fois qu'elle a perdu son méthyle, si elle se reproduit, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que cette perte de méthyle est transmise à la génération suivante ? Et moi, vous allez le voir, je ne spoil pas, bien sûr. Petit aparté, avant de parler de l'étude qu'ils ont faite précisément récemment et les résultats qu'ils ont obtenus, petit aparté sur le règne animal, en particulier les mammifères. Alors on va pas parler de tout le règne animal, mais les mammifères. Là, on parle que de plantes, mais on peut faire une petite aparté sur les mammifères. Pourquoi ? Parce que il a été observé que chez les mammifères, les caractéristiques épigénétiques, par exemple la méthylation, n'est pas quelque chose qui est héréditaire. Je le redis autrement. En gros, quand vous avez soit un méthyle sur de l'ADN d'un mammifère, genre vous avez un moment dans votre vie, admettons qu'à un moment, il y a un méthyle qui se met sur votre ADN, et là, vous vous reproduisez, et ben, en fait, au moment où vous faites vos gamètes, votre gène est comme, entre guillemets, réinitialisé. Enfin, les gènes qui sont utilisés, l'ADN qui est utilisé pour faire les gamètes est un ADN qui va être refresh, entre guillemets, réinitialisé, de sorte à ce que les marqueurs épigénétiques comme la méthylation, par exemple, en fait, ne soient pas transmises à la génération suivante. En gros, chez les mammifères, on sait globalement, à quelques exceptions près, parce que je crois qu'il y a peut-être une exception ou deux dans le règne animal, mais les mécanismes de la biologie chez les animaux font que, en fait, les marqueurs épigénétiques ne sont pas transmis à la génération suivante. Donc si vous, au cours de votre vie, vous avez des modifications au niveau épigénétique, c'est-à-dire que vous avez des marqueurs qui viennent comme de la méthylation qui vient se foutre sur vos gènes, eh bien sachez qu'au moment où vous vous reproduisez, normalement, cette modification ne sera pas transmise à votre descendance. Ok ? Ça, c'est au sein des mammifères, on n'a a priori pas d'hérédité des marqueurs épigénétiques. Voilà. Ça ne s'observe pas en tout cas chez les mammifères. Maintenant, nous, on n'est pas chez les mammifères, on est chez les plantes. Et donc, est-ce que chez les plantes, ça fonctionne pareil ? Plot twist. Vous allez le voir. Est-ce que les plantes, ça fonctionne pareil ? Eh bien, spoiler alerte, non. Bien sûr que ça fonctionne pas pareil, sinon je mettrais pas autant de suspense. En réalité, les plantes, alors là je dis les plantes, mais c'est pareil, c'est en particulier l'arabette des dames qui a continué d'être étudiée. Cette plante-là,
ils ont fait du coup ils ont fait l'étude, ils ont essayé de voir est-ce que pour cette plante, il y avait une hérédité des marqueurs épigénétiques, et ils ont remarqué que effectivement, quand la plante était... Alors à la fois, ils ont fait deux situations. Ils ont à la fois cultivé la plante en laboratoire d'une part, et ils ont aussi d'autre part fait des prélèvements sur des plantes qui ont été naturellement récupérées, en fait, qui ont été étudiées dans la nature directement. Donc ils ont fait je pense, de l'échantillonnage de plantes dans la nature et de leur génération suivante. Et donc que ça soit un des gros résultats qu'ils ont obtenus, c'est que ça soit les plantes de laboratoire ou les plantes récupérées dans la nature, dans les deux cas, ils ont observé que les marqueurs épigénétiques comme la méthylation ou au contraire la déméthylation, eh ben, c'était quelque chose qui restait, la déméthylation restait de génération en génération. Mais attention, cette déméthylation, elle du coup, elle se propageait de génération en génération. Donc, c'est-à-dire que, admettons que tu sois une plante. Imaginez maintenant que vous n'êtes pas un être humain, mais que vous êtes une plante. Vous êtes une plante et normalement, il y a un méthyle à un endroit et là, le méthyle, il se casse. Ensuite, vous vous reproduisez. Et ben, au moment de votre reproduction, en fait, contrairement aux mammifères, la plante, elle, va bien transmettre l'absence de marqueurs. La plante va transmettre le fait qu'il n'y a plus de méthyle. Donc elle va bien transmettre le caractère déméthylé du gène. Donc il y a une transmission des marqueurs épigénétiques chez la plante. Mais attention, cette transmission, elle n'est pas infinie. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va y avoir une reméthylation. Donc au bout d'un moment, en fait, ça dépend de quel gène on parle. Parce qu'il y a plein de gènes qui ont été étudiés. Il y a 7000, alors c'est pas des gènes, c'est ce qu'on appelle des éléments transposables. L'article en parle, développe un petit peu ce qu'on appelle des éléments transposables. Là, je vais pas en parler pour pas rentrer plus dans les détails parce que l'article est suffisamment compliqué comme ça. Combien ? Mais ils ont étudié, on va dire pour simplifier les choses, ils ont étudié 7000 gènes. Bon, c'est pas exactement des gènes, donc désolé pour la fausseté de l'information. Mais imaginez qu'ils ont étudié 7000 gènes de plantes. Donc sur la même plante, sur le même génome, sur le même ADN de plantes, ils ont étudié 7000 gènes différents et ils ont étudié lorsque ces gènes sont déméthylés, lorsque le méthyle s'en va, pendant combien de temps, pendant combien de générations cette déméthylation reste. Et en réalité, ils ont remarqué que ça pouvait aller d'une dizaine de générations à parfois jusqu'à 20. Et même pour certains, ils disent sans doute beaucoup plus, mais pas infiniment. En gros, vous avez 20 descendants, vous avez 20 générations de plantes qui conservent, pour certains gènes, qui conservent la déméthylation. Ok ? Et on ne maîtrise aucunement aucunement ces mécanismes avec la médecine, on est d'accord ? Alors oui, je pense qu'au niveau médical, on ne maîtrise pas les modifications aléatoires de l'épigénétique, c'est-à-dire le fait que aléatoirement il peut y avoir des marqueurs qui se mettent ou se mettent pas. Maintenant, on sait que l'environnement peut jouer un rôle des fois sur l'apparition de ces marqueurs, sur le fait que l'ADN soit lu de manière plus ou moins différente. D'accord ? En fait, ce qui est intéressant avec l'épigénétique, c'est que elle rebat un peu les cartes en matière d'évolution. Pourquoi ? Parce qu'elle montre que l'environnement peut avoir un effet sur la lecture des gènes et donc modifier sensiblement l'individu d'une part, mais aussi ses générations d'autre part. Pour les plantes, c'est ça qui est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'une plante qui va être perturbée par son environnement et qui va voir son ADN, alors pas son ADN changer, mais qui va voir la lecture de son ADN modifié, bah potentiellement, cette modification va être transmise à ses descendants plantes qui vont conserver les marqueurs. D'accord ? A plus, Cécile. Bon courage pour gérer le taf.
Donc voilà, l'idée c'est que pour cette plante-là en tout cas, on a une transmission encore une fois de la situation épigénétique de la plante. Si la plante a une situation génétique X, Y, Z, on s'en fout, c'est transmis aux générations suivantes. Et ça, c'est différent chez les mammifères, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les mammifères, eux, ils ont une réinitialisation de leur gène, si vous voulez, qui fait que les marqueurs épigénétiques ne sont pas transmis. Donc voilà, je rappelle, ce qu'ont trouvé les chercheurs, c'est donc que alors ils ont étudié plein de lignées, des centaines de lignées d'arabettes qui ont été étudiées, des lignées différentes. Ils ont étudié justement que ça soit cultivé en laboratoire ou pris dans la nature. Dans tous les cas, ils observent cette hérédité, cet héritage, on va dire, de marqueurs épigénétiques. Ils arrivent à le voir, que ça peut passer plusieurs générations, d'accord ? Par contre, il y a quelque chose de différent qu'ils observent chez la plante cultivée par rapport à la plante en laboratoire. Ils observent une différence entre la plante naturellement prise dans son environnement et celle cultivée en laboratoire. C'est quoi la différence ? C'est le fait que les modifications qui a lieu au niveau épigénétique pour la plante dans l'environnement, c'est des modifications qui sont situées à des endroits bien précis du gène, et souvent c'est des endroits qui concernent la gestion du froid ou de la sécheresse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en gros, l'environnement, la plante qui pousse dans un environnement naturel, elle est soumise aux contraintes du gel, du froid, de l'environnement. Alors que celle en laboratoire, elle ne l'est pas. Elle est dans un environnement contrôlé, quoi, en gros. Et donc, la plante qui, elle, pousse en montagne, etc., ou que sais-je, dans un environnement particulier, elle va répondre de manière différente sur le plan épigénétique. C'est-à-dire qu'elle va voir, encore une fois, éventuellement des marqueurs qui vont pouvoir se poser ou se retirer en fonction de ce qu'elle vit. D'accord ? Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une différence sensible entre la plante cultivée en laboratoire et celle dans la nature. Pourquoi ? Parce que les deux sont confrontés à des environnements différents. Et en fait, celle qui est confrontée à du froid, de la sécheresse et tout un tas d'autres conditions, elle va avoir aussi des modifications épigénétiques, mais qui seront situées sur des gènes qui sont connus pour modifier, écoutez bien, des gènes qui sont connus pour modifier le fonctionnement de la plante, la réaction de la plante en fonction de l'environnement. Donc comme par hasard, quoi. Comme par hasard. Exactement, comme dit Messager Sagittaire sur YouTube, d'ailleurs, bonjour YouTube, c'est une réaction à l'environnement. C'est une forme d'adaptation, effectivement, par rapport à l'environnement. C'est un complotiste. Tout à fait, c'est un complotiste. Alors, Messager Sagittaire ou la plante ? Faudrait savoir, en fait. Donc voilà, là on est en mode, putain c'est fou, parce que en fonction de l'environnement, la plante est capable de changer la manière dont ces gènes sont lus, et donc d'avoir des réponses adaptatives, des réponses qui sont adaptées à l'environnement. Et non seulement c'est ça, et en plus, cette réponse, cette manière de se comporter face au froid ou à la sécheresse, c'est aussi des marqueurs qui vont être transmis aux générations futures. C'est un peu l'équivalent, ça serait quoi si ça s'appliquait chez nous? Alors c'est pas le cas parce que nous on est des mammifères, ça marche pas. Mais si ça marchait chez nous, c'est comme si un jour on connaît un hiver ultra traumatisant. On a des marqueurs sur notre ADN qui sont modifiés. Et donc, après, on se reproduit. Et en fait, les générations suivantes, nos enfants auraient gardé, entre guillemets, en mémoire, l'épisode traumatisant qu'a été la vague de froid qu'on a connue. Et donc, il serait, si vous voulez, c'est comme si les générations suivantes auraient gardé cette mémoire-là et auraient du coup gardé des mécanismes adaptés au froid, quoi. C'est un peu ça, si vous voulez. Lien de l'article, s'il te plaît. Ouais, je le mettrai à la fin, hein, t'inquiète. Il y a des comploteurs aussi. Tout à fait. Et il y a des plotteurs qui sont pas cons. Donc voilà l'idée qu'il y a derrière. Maintenant, je vais tout de suite nuancer parce que l'article, on arrive à la fin de l'article, hein, pour ceux qui se demandaient, mais il y a quand même une grosse nuance à apporter.
de la part des auteurs. Les auteurs soulignent tout de même à la fin de l'article que le rôle de l'environnement n'est peut-être pas aussi important qu'on le pense. Parce que là, depuis tout à l'heure, je vous dis, regardez, c'est la plante, elle connaît un épisode de froid et de sécheresse et ses marqueurs épigénétiques sont modifiés en conséquence. Attention, c'est pas prouvé. Ce que disent les auteurs, c'est que c'est pas nécessairement l'environnement qui est la cause de certaines modifications qu'on voit. Peut-être que les modifications qu'on voit sont d'ordre aléatoire. C'est ce qu'ils disent dans un des paragraphes. Ils disent c'est ça, pour vous la lire en substance. L'origine de ces pertes de méthylation de l'ADN, donc c'est ça, l'origine des modifications épigénétiques, si vous voulez, dans la nature reste néanmoins à établir. Donc l'une hypothèse est que l'environnement joue un rôle d'inducteur, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il fait froid ou il fait sec, du coup la plante change sa manière d'exprimer son ADN. Mais nos observations et un bilan complet, c'est là où le bas blessant, mais nos observations et un bilan complet de la littérature apportent peu de soutien à cette théorie. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en gros que malgré le fait qu'on a envie de penser que ça soit l'environnement le facteur premier de la modification sensible des marqueurs épigénétiques, en fait, plot twist, les données qu'on a récoltées ne nous permettent pas de le justifier. Nous pensons plutôt que ces variants héritables de méthylation de l'ADN, donc pour le dire autrement, nous pensons plutôt que ces modifications épigénétiques apparaissent de manière aléatoire et récurrente et sont ensuite sélectionnées par l'environnement en fonction de leur impact sur l'expression des gènes. Autrement dit, c'est quoi ? C'est que la plante, dans son environnement naturel, elle était pépouse comme ça, elle vivait sa best life. À un moment, au cours de sa vie, la plante, de manière aléatoire, sans qu'il y ait un lien directement avec l'environnement, mais de manière aléatoire, la plante, elle a vu son ADN être épigénétiquement modifié, c'est-à-dire avoir des marqueurs qui sont venus se coller ou se retirer. Là, dans ce cas-là, c'est la déméthylation, donc c'est des marqueurs qui s'en vont. De manière aléatoire, les marqueurs sont partis. Ça, c'est pas lié à un événement dans l'environnement, c'est en gros, aléatoirement, les marqueurs sont partis. Ensuite, il y a eu une vague de froid. La vague de froid a préférentiellement tué les plantes qui n'étaient pas adaptées, donc les plantes qui avaient gardé leurs marqueurs sont plutôt mortes, alors que celles qui avaient perdu leurs marqueurs ont survécu. Celles qui ont perdu leurs marqueurs ont pu se reproduire. En se reproduisant, elles ont transmis cette absence de marqueurs aux générations suivantes, et donc elles ont transmis ainsi, on va dire, de l'épigénétique qui était compatible avec la survie. Et c'est comme ça que progressivement, l'absence de méthylation est restée dans la population parce que c'était un avantage évolutif de résistance au froid et à la sécheresse. D'accord ? Donc voilà deux manières de penser l'évolution. Soit vous la pensez en mode l'environnement a modifié l'épigénétique. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'environnement va jouer un rôle sur l'expression des gènes et qui va pousser la plante à changer sa manière de fonctionner pour être plus adaptée et donc après va transmettre cette adaptation aux générations suivantes. Soit vous pensez comme ça, mais a priori, c'est pas l'hypothèse qui a été retenue par les chercheurs. Soit vous pensez comme les chercheurs et à ce moment-là, la modification épigénétique est complètement aléatoire. Ça dépend pas de l'environnement, c'est aléatoire, ça arrive, paf, ça pop dans la vie de la plante. Et ensuite, la plante subit une modification de l'environnement. Ça va éventuellement tuer les plantes qui sont mal adaptées, entre guillemets, et au contraire permettre la survie de celles qui ont la bonne modification épigénétique. Et donc, comme celles qui survivent, c'est celles qui ont la bonne modification épigénétique, elles vont après se reproduire et transmettre leurs marqueurs épigénétiques dans la population. Voilà, ça c'est pour la conclusion et c'est pour essayer de comprendre un peu les deux visions qu'on peut avoir pour expliquer comment le marqueur épigénétique apparaît. Donc, si on veut être plus synthétique, aujourd'hui, on ne sait pas précisément l'origine des modifications épigénétiques. On ne connaît pas l'origine de la déméthylation. On ne sait pas si c'est purement aléatoire ou s'il n'y a pas une contribution de l'environnement. Peut-être qu'il y a un mélange des deux. Peut-être qu'il y a des mécanismes un peu aléatoires. Des fois, ça peut se déméthyler sans qu'on sache pourquoi. Et des fois, en fait, on voit que lorsqu'il fait froid, sec ou je sais pas quoi, et lorsqu'il y a certaines conditions, la déméthylation apparaît plus facilement. Aujourd'hui, c'est trop difficile de savoir d'où ça vient. Mais dans tous les cas,
que ça soit aléatoire ou que ça vienne de causes environnementales clairement identifiées, dans tous les cas, ce qui est très particulier, ce qui a été montré ici dans l'article, c'est que ces modifications épigénétiques sont transmises de génération en génération. C'est un peu comme si on gardait en mémoire les modifications épigénétiques que la plante avait subies, que la plante mère, grand-mère, arrière-arrière-arrière-grand-mère avait subies. Voilà. Donc s'il y a une chose à retenir dans tout ça, si vous voulez, c'est que les plantes, contrairement aux mammifères, arrivent à transmettre, enfin je dis les plantes, mais là c'est une espèce de plante en particulier, l'arabette des dames, arrive à transmettre des modifications épigénétiques de génération en génération, et justement ces modifications en fait ça va aussi transmettre éventuellement un avantage évolutif, ça va leur transmettre éventuellement des avantages qui vont leur permettre de survivre encore mieux dans des environnements qui sont changeants. C'est d'autant plus important dans des environnements qui se modifient rapidement, comme ceux qu'on voit en ce moment avec le dérèglement climatique. Voilà l'intérêt de comprendre derrière la biologie des plantes, c'est aussi de comprendre comment finalement une même espèce peut s'adapter à travers des mécanismes épigénétiques, puisque là on voit directement l'impact de l'épigénétique sur la descendance et donc de la survie des espèces. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Les amis, j'espère que ça va, que vous n'êtes pas morts du cerveau. C'était technique, mais j'espère avoir été assez pédagogue pour vous accompagner dans la compréhension de cet article, qui est super intéressant parce que, encore une fois, qui montre un mécanisme absent chez les mammifères et pourtant présent chez les plantes, et qui peut jouer, qui peut nous aider beaucoup à comprendre justement comment les plantes arrivent à s'adapter malgré les changements brutaux environnementaux qu'on connaît aujourd'hui. Je vous fais des bisous, YouTube. Je vais m'arrêter là pour toi, la rediffusion YouTube. Après, nous, sur Twitch, restez là, bien sûr, on va faire le React pour la deuxième partie d'émission. Des bisous YouTube, j'espère que tu as passé un bon moment. N'hésite pas à laisser un like, un commentaire, à poser tes questions éventuellement. J'essaierai d'y répondre si j'en ai les capacités intellectuelles. Sinon, je te renverrai vers d'autres sources. En tout cas, je vous mets dans le chat le lien. Je vais vous mettre le lien vers la source, vers The Conversation. C'était ardu, mais je trouve que c'était super intéressant. Enfin, à la lecture, moi, j'ai trouvé vraiment le sujet fascinant. Il y a encore beaucoup de travaux à mener pour comprendre un peu mieux la biologie des plantes, bien sûr, mais déjà, avec ce qu'ils ont découvert, ça permet de nous éclairer sur certains mécanismes. Je fais des bisous YouTube, à très bientôt, n'hésite pas à passer en live. Je stream du mercredi au dimanche, tous les matins, si possible. Donc voilà, n'hésite pas à passer pour la bonne ambiance, pour poser tes questions et profiter comme les gens sur Twitch tout simplement du live et des interactions. Allez, à très bientôt YouTube, ciao!